Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on me demande des nouvelles de mon père. Dans ce film, j'ai envie de faire découvrir ou redécouvrir des moments importants de sa vie. Pendant plusieurs mois, nous sommes partis vers des lieux de tournage qu'il voulait revoir. D'abord, l'Italie. Là où il a fait son premier voyage avec Jean-Pierre Marielle. Là où il a vécu la belle époque du cinéma italien et de la Dolce Vita à Rome. Mi tieni il broncio? Perché? Come se non ti aspettassi sempre. Una decisione l'ho già presa. Non tornerò più alla Viaggio. Ma tu dovrai capire. Cosa? Che ora ci rivedremo più spesso. Belmondo par Belmondo, séquence 4, prise 1. Hein? Donc on est à Cinecittà. Si. T'es pas revenu ici depuis combien de temps? Ben, je crois que ça fait 50 ans. Donc tu arrives ici et tu te retrouves avec Jessica et dans les bras de Sophia Loren. C'était un rêve. Quand j'ai tourné La Ciociara, on me proposait déjà un tas de films. J'étais surpris et c'est pour ça que j'étais tant de films dans l'année, parce que je me disais, ça va pas continuer. Okay. Tu as accepté tout? Tout. Pas de plan de carrière? Ah non, pas en carrière, non. Donc tu tournes avec Gina Lollobrigida, donc c'est incroyable parce qu'elle vient de tourner avec Anthony Quinn, Steve McQueen et Jean-Paul Belmondo. Oui, c'était la grosse vedette. Est-ce que tu réalisais que tu portais chance à ces actrices? Parce que tu fais Moderato Cantabile avec Jeanne Moreau. Oui. Elle va avoir un prix d'interprétation à Cannes. Ensuite, donc, La Ciociara avec Sophia Loren. Oui. Prix d'interprétation à Cannes. Et l'Oscar. Voilà. Tu leur portes chance. Voilà, j'étais le bon partenaire. Nous voici en Italie, au studio de Cinecittà, aux environs de Rome, où Vittorio De Sica réalise Ciociara, avec dans les principaux rôles Sophia Loren et Jean-Paul Belmondo. Je tournais avec De Sica. C'est un homme charmant. On tourne aux scènes, j'avais un baiser avec Sophia Loren. Alors je fais le baiser, ils ont dit coupez. Rien. On se retourne, De Sica dormait. Alors tu le réveilles. Ah, perfetto. Tu avais arrêté de l'embrasser ou tu l'embrassais toujours? Non, j'avais arrêté. T'en as pas profité alors? Non, elle était charmante. Hein. Tu as quand même tourné avec les 3 plus belles et les 3 actrices les plus connues italiennes de l'époque. J'en ai raté une, c'est Brigitte Bardot. Voilà. Mais elle était française. Mais oui. Mais tu as fait des bouts d'essai avec elle. Oui, pour la vérité. Je lui caressais le sein. J'ai adoré Brigitte Bardot aussi. Ça me déplaît? Oh non. Mais avec toi, c'est pas pareil. Toi, tu fais sérieux. Mais c'est sérieux, Mino. Je t'aime. J'ai tous les défauts de la terre, mais je t'aime pour de bon. Alors tu vas tourner un autre film important aussi, La Viaggio. La Viaggio, oui. J'ai fait tout le film en 1 mois. 1 mois? 1 mois. 18 heures par jour. Hein. 18 heures par jour? Oui. Aujourd'hui, ce serait impossible, tu penses? Impossible aujourd'hui. E 7 giorni su 7 io sono prigioniera fra queste mura. E mi ci ritrovo. Io no. Io voglio essere libero. Io sono ancora un cristiano. Quando sto accanto a te, hai ragione. Quando sto accanto a te divento una bestia.
Direction le Harris Bar via Veneto, au lieu de la Dolce Vita. Endroit où le tout cinéma italien et international se rencontraient dans les années 60. Ce lieu n'a pas changé. Et c'est là où nous allons retrouver Charles Gérard, son ami de toujours. Combien d'années que vous vous connaissez? En 48 à l'Avia Club. Et j'ai assisté à son dernier combat de boxe contre Ben Yaya à Pantin le 26 septembre. Il a fait 9 combats comme poids welter. Il a gagné 5 fois et 4 matchs nuls. Jamais perdu. Ah non. Moi, j'ai boxé 4 fois et j'ai été KO 4 fois. Et on m'a retiré ma licence. Et la première rencontre à la Via Club, c'est on s'est pas serré la main. Il m'a mis une gauche, il m'a pété le nez. Non. T'avais une réputation d'un peu de fêtard quand même. oh non, non, non. Est-ce que pendant le tournage, tu faisais la fête, tu profitais de ça ou... Ah ben oui, on faisait la fête. Il y avait des boîtes de nuit à côté de chez Pitou. Il y avait beaucoup de femmes. Oh là là. C'était très amusant. Quand t'arrivais ici, ils te trouvaient comment? Très très beau Non, très laid. Est-ce que tu te souviens du surnom qu'il t'avait donné? Oui, brutto. El Bruto. Le brutto. Et toi, tu pensais quoi quand t'as lu El Bruto? Brutto de la brute. Tu pensais que c'était la brute? Oui. En fait, El Bruto, ça veut dire... C'était laid. C'est ici, au Harris Bar, que par hasard, nous allons croiser un ami comédien, comme moi, fils d'une icône du cinéma français. Les sorties des films de Bebel au Paris. Oui. Au Paris, donc en bas des Champs-Élysées. C'était le cinéma de Dassault, je crois, non? Oui, voilà. oui. C'était un événement à chaque fois. Et tout le monde les attendait, évidemment, parce qu'à chaque fois, c'était les cascades, c'était les coups de poing, c'était voilà, l'aventure, c'était le nouveau Bebel. Donc moi, je faisais partie, effectivement, de ces gens qui attendaient la sortie du nouveau Bebel. J'attendais la sortie du nouveau Delon aussi, hein. Allons pas commencer à faire à foutre le bordel. Merci. 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 Avant de quitter Rome, je voulais parler avec mon père des femmes de sa vie, en partageant un déjeuner avec ma femme. C'était pour moi l'occasion rêvée de lui réserver une petite surprise. Dans ta vie, tu as souvent justement laissé faire le... Voilà. Le destin m'a souvent mené à Rome. Hein. Bon, tu as vécu ici plusieurs fois? Oui. 2 fois. Avec qui? La question. Tu t'es marié 2 fois? Oui. Oui, enfin, je sache, il y en a peut-être une autre ailleurs. Oui. Tu as eu des enfants avec seulement les 2 femmes avec qui tu es marié. À ce qu'on sache, peut-être il y en a ailleurs. Je n'ai pas encore croisé quelqu'un qui m'a dit « Bonjour, tu es mon frère ». Ah oui, on a. Ça, il y en a. Ta première femme était française, c'était maman. Voilà, j'ai eu le coup de tout. J'ai fait 3 enfants. Voilà. Et Ursula, tu l'as rencontrée sur... Les tribulations d'un Chinois en Chine. Un coup de foudre. Duré 8 ans, je crois. Et après, donc, tu as rencontré Laura. Oui. Sur un film. Les mariés de Landos. Un coup de foudre encore. Encore, oui. Quand Raymond Girard te dit on ne pourra jamais croire que vous puissiez tenir une femme dans vos bras. C'était Dux. Ah, Pierre Dux. Pierre Dux, oui. Je l'ai rencontré après. J'avais Ursula à mes côtés et j'ai dit on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce que vous écrivez? J'étudie Quoi? les hommes. Les hommes? Ils me passionnent. Leurs dieux, leurs rues, leurs jeux, leurs plats, leurs haine. La vôtre, par exemple. Mais qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Un livre, un best-seller. Après quoi, j'achèterai une maison,
J'aurai des enfants, ils feront aussi le tour du monde, étudieront, enseigneront, et ça recommence. Et le striptease? Oh, il faut bien que je gagne ma vie. Mais c'est pas dangereux? Le danger est là. Il suffit de pas y penser. Et si un négrefin vous sautait dessus? Je voudrais bien voir ça. Moi, par exemple. Vous? Vous vous êtes jamais regardé? Et voilà. Et voilà. Voilà. On a eu beaucoup de chance. Oui, voilà. Ah, voilà. Les hommes. Les hommes, les hommes. On a vécu la grande folie. Oui. Eh oui. Ah oui. C'était très drôle. Moi, je viens de terminer What's New Pussycat quand toi, tu m'as appelé. Oui. De Broca et toi. De Broca. Alexandra Stewart. Mais Ursula, je suis, peut-être tu vas travailler avec Jean-Paul. Elle dit, mais tu verras, il te séduira. Je dis, mais non, c'est pas vrai. Je suis mariée, non. Jean-Paul, c'est une rare personne au monde qui a une telle vitalité, une telle personnalité, une telle amour de vivre. Il a cette force incroyable, cette force magique. Magique. Seulement, moi, j'étais un peu fâchée avec toi. Je pouvais voir personne. Personne. Mais pourquoi? C'est une possessivité, je crois. Et moi, j'étais tellement sage. Hein. Ah oui. Non, moi, j'étais très sage. Moi aussi. Non, toi. Ah non. Toi, tu es un peu voyou. Hein. Bon, parfois, on faisait des guerres. Hein. Je suis chez ma mère dans les montagnes. Qu'est-ce que j'attends? Le Ferrari, tu attendais, parce qu'il y a des montagnes hautes, et le vallée très étroite. J'attendais quand il arrivait, parce que tu attendais le Ferrari qui vient de loin. Très animé chez les Ah oui! Ça, c'était animé. C'était animé, oui. Je fermais toute la maison, ne peut plus pas rentrer. Tout d'un coup, il rentre par le cheminée, sur le toit. On ne pouvait pas le mettre dehors parce qu'il arrivait à rentrer n'importe où. Ou il sautait par la fenêtre. On ne peut pas tout raconter parce que... Non, oui. Avant de retourner à Paris, nous nous arrêtons sur la Côte d'Azur, qui reste l'endroit où il a tourné certains des films les plus importants de sa carrière, notamment au studio de la Victorine. Mais c'est aussi dans cette région où nous passions nos vacances en famille tous les étés. Qu'est-ce qu'il y a? On avait dit qu'on irait tous les deux, hein? Viens. Il te plaît pas, mon coupé? Oh, tais-toi! Dis-moi, à propos du genre qu'on se donne, eh ben moi je trouve que t'en as pris un curieux, hein. Parce que hier, dans le Djebel, j'ai pas beaucoup aimé tes façons, t'as failli me balancer dans le trou. Je m'excuse, mais j'ai toujours cru qu'au volant, il y avait des règles. Dans une partie de 100 000 $, j'en connais qu'une de règle. Une partie de combien, t'as dit? 100 000 $. Je t'avais dit que je serais toujours derrière toi. Monsieur. Le docteur Touchard, s'il vous plaît. La Victorine première. J'ai regardé sur la...
Voilà. Voilà. Eh bien... Non. Moi, j'ai compté ici à Nice, enfin sur Nice, la Côte d'Azur, tu as tourné pratiquement 15 films, en fait. 15 films, oui. Hein, c'est beaucoup, hein. Ah ben, c'est beaucoup, oui. Ouais, Tu as imposé un style avec ton nom écrit en gros, avec tes revolvers dans Flic ou Voyou, le professionnel. Les flics n'avaient pas les revolvers pareils. Est-ce que tu as remarqué qu'à chaque fois que tu vas dans un commissariat, quasiment, il y a toujours quelque part au fond une affiche d'un film de Belmondo. Il y a toujours une affiche de Flic ou Voyou. Un tas de flics sont devenus flics à cause de moi. Mais c'est vrai, ce côté, voilà, chemise, blouson, basket, c'est toi qui l'as amené quelque part, ce look. Oui. C'est vrai qu'à l'époque, le flic, on a plutôt tendance à le mettre avec un costume. Le chapeau, voilà. C'était les Américains qui avaient inventé ça. Moi, je l'ai ramené en France. Moi, j'étais jeune adulte dans les années 80, donc j'ai connu la grande période Belmondo populaire. Et j'ai biberonné à ça, j'ai fait la queue pour aller voir Flic ou Voyou, je me rappelle des scènes, je reproduisais des scènes avec des copains, enfin bref. J'avais donc 14 ou 15 ans, vraiment l'âge où tu cherches des repères. Et Dieu sait si j'aimais mes parents, mais Jean-Paul c'était un repère à part. Et il y a une cascade qui n'est pas de ses plus spectaculaires, mais il fait une sorte de tyrolienne à un moment donné. Quand j'étais avec un copain, je me suis dit là, ça c'est faisable, il n'y a pas à chier. Sauf qu'on n'a pas la tyrolienne, on n'a pas la corde, donc c'est pas grave. Et donc on installe une corde entre un arbre de mon jardin et puis le haut de ma fenêtre qui était quand même assez haut, hein, c'était facilement à 10 mètres du sol. Et la corde se détend et je tombe pratiquement à 1 mètre de mon point de départ, c'est totalement ridicule, sur un cerisier japonais, fruit de longues heures de travail de mon père que je pulvérise complètement. Et je finis en me balançant à 1 mètre du sol, tu vois, avec mes frangines qui me disent vas-y bébé, vas-y bébé. T'avais des rendez-vous le dimanche soir où tu voyais comme ça, le Gaumont arriver. Toi, t'étais en pyjama, on te disait va au lit. Non, attends, il y a un film de Jean-Paul Belmondo qui va commencer. T'es dingue ou quoi? C'était notre héros français. C'était un mec qui nous faisait du bien, à la famille, qui faisait du bien à la société, qui encourageait, qui était... Ouais, c'était un héros, ça fait toujours du bien, un héros. Je pense à lui comme un... Alors là, j'espère, Paul, ne pas te vexer. Mais comme un espèce de papa, il y a un peu de ça. Simon, d'après toi, qu'est-ce que je suis, moi? Comment? Quel genre de type je suis, d'après toi? Ben, le genre aventurier. Et c'est quoi un aventurier? D'Artagnan, Zorro. Si un aventurier, c'est un type qui n'est heureux que quand il nage dans les emmerdements, alors d'accord, je suis un aventurier. Parce que les emmerdements, dès qu'il y en a quelque part, je peux pas résister, je plonge. Quand je vois le petit Simon, j'ai envie d'être à sa place. J'ai envie d'avoir un papa comme ça. J'ai envie de dormir à la belle étoile avec Jean-Paul. Et je pense souvent à lui. Il y a souvent cette symétrie entre ce qu'il est, maintenant que je le connais un peu plus, et l'acteur. Et je me dis, c'est l'équilibre parfait d'une vie, quoi. Et c'est vrai qu'il y a cette fascination de voir qu'il est bondissant, il est la joie de vivre, il est surtout évidemment ce personnage qui vraiment fait le guignol au grand sens du terme, qui fait rire, qui se met des perruques, qui se déguise, voilà, qui saute de jonc en jonc, qui est l'enfance. La grâce, la sensibilité, la sensualité. Avec tes parents en dessous, moi je peux pas. Mais je te veux. Oh, Julie. Sophie. Alors moi c'est Sophie et toi c'est dehors. Chut. Oh, dehors. Dommage. Ça y est tellement merveilleux tous les deux. Oui, mais dehors quand même. Oh, mais c'est insupportable à la fin. On peut plus rien faire ici. Non, mais quelle soirée. Là. La pérennité d'un homme comme Belmondo, c'est la même que celle d'un Cabin, Ventura. Ce sont des légendes, et en plus, lui, c'est une légende vivante. Les Français se reconnaissent en lui, parce qu'il est familier, il est sympa, il est immédiat, il roule sa caisse comme un mec de la rue. Il a le langage de la rue, même si, en fait, c'est un garçon cultivé, dont le père était un immense sculpteur. Et donc, sa personnalité, sa chaleur, son charme, dure. Alors, il y a les films. Les films, par ailleurs, c'est soutenu quand même par des metteurs en scène à peu près convenables. C'est des grands scénaristes.
c'est des dialoguistes extraordinaires, Audiard en particulier. Cette richesse cinématographique, il n'y a pas de raison que ça vieillisse. Ce qui vieillit, c'est ce qui n'a correspondu qu'à une mode. Or, Jean-Paul, il a dépassé les modes. Direction Monaco, là où il a tourné l'un de ses premiers films, Mademoiselle Ange, avec Henri Vidal et Romy Schneider. Mais pour l'heure, retournons au Monte Carlo Beach. C'était important d'avoir ce moment en famille l'été? Ah oui, c'était important. Je ne tournais pas juillet et août. C'était consacré à mes enfants. Ah ben, famille, c'était très important. Et on y a d'ailleurs rencontré Grace Kelly. Et ben, ses enfants, j'étais tout petit. Et tu les battais à la piscine. Ça, on va pas le dire ici. Non, vous nagiez bien tous les trois. C'est quelque chose qui t'a dérangé? Commencer à avoir des paparazzis qui ont commencé à te suivre? Ah ben oui, ça me dérangeait, oui. Alors moi, je me souviens que de temps en temps, tu donnais le coup de poing avec eux. Oui, oui, oui. 2 fois, je me souviens. J'ai été traumatisé. Et paf. Je me rappelle, tu étais parti en courant derrière. Ah oui, oui, oui. Et le type, il criait « Aiuto, aiuto, aiuto !»« Au secours, au secours !» Et tu lui courais après. Dans notre vie privée, quand les journalistes exagéraient, les photographes nous coursaient un peu trop, comme il était assez costaud, il les rembarrait facilement. Hein. Il y a eu beaucoup de bagarres, là, avec les photographes. Et tu as eu un père fantastique qui vous a protégé, qui vous a consacré beaucoup de temps. Les meilleurs moments, c'est bien sûr quand je pense aux vacances, puisque c'est quand on le voyait le plus, quand il ne travaillait pas. Donc on avait les vacances d'été, et puis à Noël. Donc des super vacances, parce que pendant un mois, il se consacrait complètement à moi et à toi. Il était content d'avoir tout son petit monde autour de lui. Donc, c'est là qu'il a fait ses premiers débuts de ski nautique. Puis, il y avait ses copains, alors Michel Beaune qui n'arrivait pas à en faire. C'était la grande rigolade de l'été. Notre plus grand plaisir, c'était de faire chuter, évidemment, les mecs, et notamment Mario David. Et alors, on le faisait accélérer le bateau, à tourner en rond, et l'autre, comme en ski nautique, dès que tu tournes, il prend 2 fois la vitesse du bateau, quoi. C'est là qu'il va exploser, regarde, le plan, fait l'autre, il explose. Ça terminait toujours très mal, en panne, en plein océan, sans feu de détresse, sans secours, sans gilet, sans rien. Et alors on se mettait à l'eau et on poussait le bateau. Puis alors à un moment, je lui ai dit, je suis fatigué, putain, c'est pas possible, tes conneries, on a marre. Il me disait, ferme ta gueule et pousse le bateau. Bon, bah alors on poussait le bateau. Je te dis, le mot modéré, il l'avait rayé de son vocabulaire. Toujours 200 à l'heure. Il cassait les bagnoles, il cassait les vélos, il cassait les bateaux, il cassait tout. C'était vraiment un destructeur. Impossible de quitter la Côte d'Azur sans passer par le stade Louis II. Là où il y a 40 ans, il joue au foot pour la Croix-Rouge de la Princesse Grace. J'avais envie d'être Cerdan. Je me suis aperçu très vite que les coups faisaient le mal. On reçoit au théâtre des coups, mais ça fait moins mal. T'as préféré arrêter là? Oui, oui, oui. J'aimais bien les donner, mais j'en prenais aussi. Oh, non. Et tu le regrettes? Non. Non. Non, non. Moi, je trouve que c'est dommage. Je trouve que tu aurais été très crédible, justement, dans le rôle d'un boxeur. Ben, je vais peut-être le faire. On l'appelait, à l'Avia Club, on l'appelait comme Cerdan, le bombardier. Mais enfin, faut pas le taquiner, hein. Faire attention à ce qu'on dit. Il y a un regard de travers, un mot de travers, un mot de trop, et la gauche, il partait. On ne savait pas à quel moment il allait frapper les gens. Mais il les frappait, hein. Puis il les frappait bien. Tu as une autre grande passion, qui est le football. Ah oui. Pourtant, ton image est plus sur la boxe. Oui.
mais moi je sais que tu aimes énormément le football. Tu as participé à la naissance d'un, on peut dire, un club qui était les Polymusclés. Oui. On jouait sur la Côte d'Azur, dans tous les coins de la Côte d'Azur, qu'on les anciens de Monaco, les anciens de Nice, et voilà. On jouait pour la princesse Grâce de Monaco, pour la Croix-Rouge monégasque. Les stades étaient pleins. Monaco était rempli d'affiches de Jean-Paul Belmondo en gardien de but avec sa casquette à carreaux et sa gueule de boxeur. On rentrait sur le terrain pour gagner. On rentrait pas sur le terrain pour perdre. C'est lui qui formait l'équipe. Il était capitaine, gardien de but et sélectionneur. Il y avait des grands joueurs qui ont joué. Juste Fontaine a joué avec nous. Juste Fontaine qui était le meilleur marqueur de but de la Coupe du Monde. Ta passion du football va aller encore un petit peu plus loin. C'est que tu vas rentrer comme un des dirigeants du Paris Saint-Germain. Oui. Achter et Borelli et moi. C'est quoi? C'est ton instinct qui t'a... Voilà. Une fois de plus? Oui, et je pas de regret, évidemment. Oui, parce que le club va remonter en première division. Oui. Et Borelli va devenir le président. Maintenant, c'est... Qatarien. Moi, est-ce que j'étais resté, je serais peut-être milliardaire. Oh. C'est à Paris que tout a commencé. Plus précisément, la rue Saint-Benoît, où tous les jeunes futurs talents du cinéma français se croisent dans les clubs de jazz. Époque où mon père et ses amis rêvent déjà plus de théâtre que de cinéma. Ma liste, j'ai croisé Jean-Paul remontant la rue Saint-Benoît. Et j'ai eu une espèce d'éblouissement. Ce garçon si beau, qui marchait un peu comme un marin qui débarque, avec cette espèce de côté chaloupé, entouré de gamins de son âge, toute sa génération, et c'était lumineux et étonnant. Ta mère était danseuse au club Saint-Germain, et donc ton père courait derrière ses jupes, ça peut m'exprimer ainsi. Et donc on s'est connus là parce que j'avais une amie qui s'appelait Danielle Lecoeur qui dansait avec ta mère. J'ai commencé à 17 ans. Dans la belle voie dormant. Je vois le beau, voilà. Dans les hôpitaux. Tu as commencé à jouer dans les hôpitaux? Oui, dans les hôpitaux. Pourquoi? Oui. Pour les malades, pour les personnes âgées? Oui. Je savais pas ça. Eh oui, toi, t'en as encore à apprendre, moi, J'espère. Ce film est là pour ça. Oui, voilà. Mes copains de classe m'ont parlé de Jean-Paul, quoi. Ils m'ont dit, on a un gars, là, etc., qui est arrivé cette année, tu vas voir. Pour toi, le conservatoire, ça a plutôt été un parcours du combattant qu'une partie de plaisir. Oui, mais pour mes parents, je rentrais au conservatoire, c'était très important. Alors, la première fois que je me suis présenté, j'étais pris comme auditeur. Auditeur, c'est-à-dire que tu as le droit d'écouter, mais pas de parler. On ne pensait pas faire du cinéma. On pensait au théâtre. Penser, c'est jouer le deuxième rôle, troisième rôle. Ce serait formidable. Il focalisait quelque chose. Je veux dire, c'était comme un aimant. Comme une constellation des astéroïdes que nous étions venus autour, tournaient, étaient aspirés, et puis certains dégagés, et d'autres finalement sont venus faire une sorte de conglomérat et s'accrocher à lui. Et c'est là, tout d'un coup, qu'on s'est retrouvé ce petit groupe-là, Kremer, Marielle, Frisch, Michel Beaune, et moi, Michel Beaune, voilà. Ma première question, c'est, oui. Je pose la même un petit peu à tous ses amis. Oui. À quel moment tu as entendu parler de Belmondo? Quelle est la première chose qui t'arrive comme ça? J'ai jamais entendu parler de Belmondo. Ah bon? Non. C'est une femme, d'ailleurs. Oui, mais ça, personne ne le sait. Non, personne ne le sait. La vie a fait qu'on s'est rencontrés. Puis Marielle, et puis après d'autres. Rochefort, Pilou-Vernier, la bande à Bébel, comme on disait. On draguait des nanas, on n'avait pas trop de mal. Ça allait. Surtout Jean-Paul et moi, il faut bien dire. Donc tu le rencontres pour la première fois, c'est où? Au conservatoire?
Oui, on ne s'est jamais oublié, on ne s'est jamais quitté. Et on ne s'est jamais vraiment pris pour ce qu'on n'était pas, ce qui est souvent le cas pour les acteurs qui, tout d'un coup, s'imaginent que... Ah. Et je vois effectivement mon ami Jean-Paul, que je ne connaissais pas, qui était en train de faire je ne sais quelle pitrerie, quelle acrobatie. C'est comme ça que j'ai découvert Jean-Paul. Mais ce qui est important pour moi dans cette petite anecdote rigolote, c'est que s'il est devenu l'énorme star qu'il est devenu, c'est pas simplement par le succès ou d'À bout de souffle ou des Sautets ou des De Broca ou de tout ça. C'est pas simplement... Il l'était en lui-même. Je crois que Jean-Paul, c'était déjà une vedette. Avant même d'être connu, c'était déjà une vedette. Le concours de sortie, alors je crois que toi, Jean-Pierre, Bruno Kremer, vous avez eu des prix, et lui, non. Ou un accessite, je crois. Oui, il a eu un accessite, et l'année suivante, on lui a fait ce qu'on appelle un rappel d'accessit. Je crois qu'il n'était jamais arrivé. En somme, le jury voulait lui dire, voilà, monsieur, vous êtes de la valeur d'un premier accessit, mais vous n'irez jamais plus loin. Alors ça l'a, je crois, beaucoup touché, beaucoup humilié presque. C'est drôle parce que j'ai vu l'autre soir Jean-Pierre, on a mangé ensemble, mais tu sais que j'étais dans le jury. Ah bon? Et il t'a dit pourquoi il avait voté contre? Oui, parce que je n'étais pas académique. Voilà. Le public avait découvert quelqu'un d'extraordinaire et le jury ne pouvait pas comprendre sa façon de jouer. Alors il y a eu ce quiproquo. Le public, en fait, lui aurait donné un premier prix, alors que les membres du jury se sont crus au jour de ma scène. On était des saltimbanques et des vrais, quoi. On était libres, absolument libres. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Il est impossible de parler de sa carrière sans évoquer À bout de souffle. C'est lui qui a voulu revenir rue Campagne Première, lieu mythique de la dernière scène du film. Ça a été un événement extrêmement important, À bout de souffle. Non seulement pour ton père, mais pour le cinéma français. Je pense que c'est extraordinaire d'ailleurs qu'il ait été choisi finalement par Godard pour ce film, parce que ça l'a fait partir comme une flèche dans l'histoire du cinéma. Et comme en plus, bien sûr, on ne sait jamais d'avance ce qui va se passer, c'est toujours très touchant de voir que voilà, ces choses-là vous arrivent. C'est la fameuse chance qui est tellement importante. Ah si, je crois que j'ai eu beaucoup de chance, puisque j'ai joué pendant longtemps au théâtre et je n'étais pas... je m'attendais pas à devenir ce qu'on appelle une vedette. Et j'ai eu beaucoup de chance, justement, de rencontrer Chabrol, de rencontrer Godard, qui m'ont fait faire du cinéma avec des premiers rôles et qui m'ont placé. Oui. Comment expliquez-vous alors le phénomène Belmondo, qui est tout de même un phénomène Belmondo au cinéma? Ça, je crois que c'est toujours dur à expliquer, mais je crois qu'une des choses, c'est que j'ai un physique qui est arrivé au moment voulu, peut-être, c'est ça. Je crois que si j'étais arrivé du temps des grands romantiques, ou du temps de Rodolphe Valentino... Il se voyait plus comédien de théâtre qu'un comédien de cinéma. C'est pour ça que quand Godard l'a appelé, il y croyait pas trop. Très sincèrement, on ne roulait pas sur l'or, hein. On avait besoin d'argent pour vivre, comme tout le monde. Tourner un film avec un premier rôle, son agent lui avait déjà dit éventuellement ce qu'il allait gagner. C'est pour ça que je lui ai dit, mais pourquoi tu vas pas déjà voir qu'est-ce qu'on te propose? Parce que ce serait dommage de pas gagner cet argent et de louper un premier rôle. Mais aussi, c'était le début, d'une certaine manière, je dirais, de la mort des jeunes premiers. Le fameux terme jeune premier, où il fallait avoir une gueule de dieu grec pour faire du cinéma. Et tout à coup, cette nouveauté qui est que la beauté était en train de changer de look,
Et Jean-Paul en a été le symbole, parce que effectivement, le nez pas tout à fait droit, la grosse bouche, le regard, une espèce de personnage d'une immense séduction et absolument pas d'une beauté classique. Comment se fait-il, à votre avis, qu'il plaise tellement aux femmes? Bah, je pense parce que Jean-Paul, il a du charme, et je crois que c'est ce qu'il y a le plus important, non? C'est quand on a du charme, il a du talent, et il est pas beau, mais il est pas mal, quoi. Il était le rôle, il était le personnage. Il n'y avait pas de distance entre la vie et le jeu. Il parlait à Gene Seberg comme il parlait aux putes de la rue Saint-Denis quand on sortait. Et voilà, il était, comment dire, naturel. Il était nature. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez lui, en dehors de l'acteur, bien sûr? Ben, je ne le connais pas très bien, mais enfin, comme c'est la disponibilité, enfin, une certaine forme de gentillesse qui fait qu'il est toujours disponible et prêt à partir, à sauter, à faire quelque chose, enfin, à jouer, à exister. C'est une grande qualité, je trouve, chez un acteur. Parce que quand je l'ai vu, ce film, ça a été pour moi une explosion. Je lui ai écrit une lettre à ton père à cette occasion, et il me dit qu'il l'a toujours gardée. Ça a été pour moi la découverte du génie d'un nouveau cinéma qui arrivait, avec de nouveaux acteurs, dont ton père, dans sa façon de marcher, dans sa façon d'être, dans sa façon d'ignorer qu'il y a une caméra. C'était un choc. Moi, je lui ai dit, c'était pas mal, oui, c'est bien. Et donc, après, lui, il se sentait pas très rassuré. Et c'est vrai qu'on était tous épatés de voir cette espèce d'évolution formidable qui arrivait d'un seul coup, cette espèce de modernité formidable qui arrivait. Et je pense que tous les acteurs, par la suite, ont pris une grande leçon avec Jean-Paul, à bout de souffle et dans les autres films. Il a inventé Godard. Jean-Paul a inventé Godard. Et il a inventé aussi pas mal de metteurs en scène. Je veux dire que je pense qu'il a une personnalité qui marque tous les films qu'il a fait, qui fait qu'à un moment donné, on voit plus que lui, quoi. On voit plus que lui, il prend l'écran, voilà. Enfin, c'est la magie de ces gens qui, de temps en temps, arrivent dans le monde du cinéma et transforment l'histoire du cinéma. Ce que je voulais dire... Oh. Pourquoi... Rio avec son père, c'est déjà fantastique. Mais y aller avec l'homme de Rio, c'est juste magique. Retourner 50 ans après sur les lieux de tournage pour qu'il nous raconte comment l'acteur est devenu cascadeur. On est là ici à Rio, donc ce personnage de cascadeur et de comédien, il naît ici. Ici, voilà. Ici, là. Sur cette avenue, sur Copacabana. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas qui est Delamarre, mais c'était le maître des cascades du cinéma français à cette époque. Ah oui, c'était le maître des cascades. Il a fait des cascades en voiture extraordinaires. Au parachute aussi. C'était un dieu. Pourtant, pendant le tournage de ce film, il a failli y avoir un drame. C'est-à-dire, quand vous étiez là, c'était à Brasilia. Quand tu passes d'un immeuble à l'autre, justement accroché à ce câble, le film aurait pu s'arrêter là. Oui. Delamarre m'a sauvé la vie. Hein. J'étais pendu dans le vide, un câble a lâché. Delamarre m'a dit, reste calme, prends le truc à temps, puis un quart d'heure à venir. Donc en fait, quand le petit chariot tombe... C'est pour de vrai. Hein. Alors je suis resté pendu par les mains. Et il n'y avait pas de filet en dessous? Ah non, il n'y avait pas de filet, non.
À un moment donné, il a eu peur quand même, parce que comme le trajet du fil était très long, et qu'à un moment donné, à force d'avoir les bras comme ça serrés, il a perdu beaucoup de sensations de circulation sanguine, et là, il a d'un seul coup cru qu'il allait plus pouvoir avancer sur le fil. Tu avais quasiment une équipe de 2 cascadeurs qui s'occupaient de toi. Oui. Il y avait Carliès. Il y avait Claude Carliès pour justement tout ce qui était bagarre, oui. Et Oui. physique. Et Rémi Julienne. Oui, voilà, pour les voitures. Que je faisais moi-même. Bien sûr. Il fallait sauter à 80 km à l'heure et il y avait un virage et un angle droit à faire. Et dans cet angle droit, il fallait passer à 3e. Parce que c'était première à 6000 tours, deuxième 6000 tours. Et à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur pour régler la vitesse. Là, il fallait avoir l'œil sur le compteur, il fallait avoir l'œil sur l'aiguille. C'était vraiment très, très difficile. Ça va, c'est bon pour vous? Faut pas la doubler? Non, ça, en aucun cas. Non, mais c'était impressionnant. Hein? Moi, j'ai eu très peur. Les mecs, la chasse. Tu avais conscience du risque que tu prenais ou pas? Non, je n'avais pas conscience. Il y avait une sorte de trac pour réussir la cascade, mais c'est tout. Hein. Pas la peur, non. T'avais pas peur de te faire mal? Ah non, juste qu'on soit obligé d'arrêter le film à cause de ça. Quand tu fais cette cascade, on m'a dit qu'en fait, il y avait des fausses et des vraies pierres. Oui, voilà. J'ai évité les vraies. Mais il faut être complètement faux, parce que... Excuse-moi, mais... T'aurais pu être assommé ou écrasé par une pierre. Bon. Oui, mais bon... Il n'y a pas eu. Ouais, tu t'es pas fait mal? Non. Pendant le Magnifique, quand tu es avec Jacqueline Bisset et que tu sautes de la voiture et que tu sautes dans les cartons. Parce que la voiture était une voiture américaine et je vois sur le compteur, je sais plus, 80 ou 100, je sais pas, et je saute et je me ferai la jambe en l'air. Donc en fait, tu avais dit à Bisset de rouler à 80. Oui, voilà. Et tu as oublié que c'était des miles. Des miles, voilà. Et je me suis cassé la jambe et j'ai continué à tourner les cascades quand même. Hein. Je suis là. À nous deux. Carpaf. Après, tu avais les béquilles réellement? Réellement, oui. Dans le film, parce que j'avais cette blessure. Hein. Donc heureusement que vous avez pu tourner. Avec de Broca, on tourne toujours, quoi qu'il arrive. Ça t'est jamais arrivé d'arrêter un film parce que tu t'étais fait mal? Non, jamais. Non. Ah, c'est un cheville, oui. C'est juste tordu. Tordu? Oui. Faut que je la marche parce qu'elle est chaude. Ça doit courir. Donc en fait, c'est Roland Toutain qui a été le premier à être un comédien cascadeur. Oui, c'est le premier. En tout cas, en France. Hein. Après, il y a eu Jean Marais. Jean Marais, très très bien. Et moi. Et toi? Alors? Pour continuer notre conversation sur l'homme de Rio et Philippe de Broca, je l'accompagne au Parc Lage, un des lieux où il a tourné avec Françoise d'Orléac. Ici, en tout cas, c'est la première fois que tu reviens depuis... 50 ans, oui. Et tu es déjà une grosse vedette.
Oui, quand même, tu es déjà une grosse vedette. Et De Broca n'est pas encore très connu à ce moment-là. Non, il n'est pas très connu, mais dans le métier, on le reconnaît comme bon. Tu vois, c'est là que nous habitions avec mon père. Elle te plaît pas? Si, beaucoup. Oh, regarde! Là, c'était la niche du chien. Oh, il était mignon. Il s'appelait Pilou. Il était plein de poils. C'était un Saint-Bernard. Il avait un œil blanc, le malheureux, parce qu'un jour, la bonne, elle lui a renversé le Oh, coup de ma mère, tout ça, c'est très joli. C'est joli. Oh, mais on n'est pas là pour ça. T'as raison. Où était ma chambre? Là, j'y vais. Vous avez pu tourner pendant 8 ans et va arriver le 3e film important que tu as fait avec De Broca, qui est Le Magnifique. Le Magnifique, oui, voilà. Vous plaisez aux femmes? Je ne sais pas. Menteur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Madame Creuse, la pilule de Seigneur qui est partie, c'est la première fois que ça m'arrive quand j'embrasse une femme. C'est étonnant. Où est-elle? Je sais pas, je l'ai recrachée. Vous avez bien fait, mais il faut absolument la retrouver. Attendez, je crois qu'elle est tombée dans la piscine. Là, à ce moment-là, la scène de la piscine en OSS, il y a clairement une symétrie avec... mais ça, c'est un hommage, pour le coup, pur jus. Hein, on le planque pas, c'est pas déguisé. Hein. Je veux dire qu'il a pris, évidemment, les nanas, les références, la sortie de la piscine. Je suis beaucoup moins branlé que lui, hein, attention. Hein, moi, j'ai un corps rigolo, j'ai un corps des années 50, moi. Lui, il était vraiment taillé... Je me souviens bien de ce tournage au Mexique, où moi, j'avais l'impression que c'était la fête tous les jours, quasiment. C'était la fête tous les jours. Et l'hôtel où nous habitions, on l'a ravagé. Tu te souviens du vol entre Puerto Vallarta et Mexico? On avait bu beaucoup, hein. C'était, il n'y avait plus de pilote dans l'avion. C'était fini. Moi, je me souviens de voir cette bonbonne de tequila qui passait entre les gens du film, les hôtesses, le commandant, aussi, hein, tout le monde touché. C'était quand même un truc incroyable. Là aussi, la joie de se retrouver, peut-être. Plusieurs années après L'Homme de Rio, on a ri comme des fous en écrivant cette histoire. Lui a ri comme un fou en la tournant. On s'est amusé énormément. Et on travaillait énormément aussi. C'est un cas que je ne connais nulle part ailleurs. C'est la concentration que Jean-Paul a au moment où il tourne. Mais c'est d'ailleurs, entre le moment où le clap est terminé, où le clap s'en va. C'est-à-dire que le clap, vous savez, ça fait ça. 52/7e. Et puis ça part. Et on part très vite pour pas gâcher de pellicule. Et sa concentration, il la trouve après le clap, hein, pas avant. Hein. C'est pas au moment où il s'assoit, etc. D'abord, il était avec un metteur en scène qui était un pitre comme lui. Et ils en ont fait des bêtises. Ils ont fait ce qu'on appelle vraiment des bêtises de grands garçons. On boit beaucoup, on fait les fous, on déménage tout dans les hôtels, on enlève les chaussures et on les met partout. Ça nous a plu dans ce film de faire les idiots, au fond. Et à l'écriture, et lui au tournage. Sa légende, sa propre légende, sa légende personnelle est utilisée dans le film. Voilà. C'est sur la plage Arpois d'Or que Charles Gérard, l'ami de toujours, nous raconte une belle anecdote sur l'Homme de Rio. Steven Spielberg, réalisateur d'Indiana Jones. Et à cause de quoi il a réalisé Indiana Jones? À cause de l'Homme de Rio. Il a écrit à Philippe de Broca, j'ai vu votre film. Indiana Jones a été inspiré par l'Homme de Rio. Et vous avez fait un long métrage qui est un des plus gros succès du cinéma français. Voilà. À 13. C'était un succès énorme. Hein. C'est incroyable. Hein. Ah, tu sais, quand on est 13, c'est peu. Hein. Non, mais je me rends compte parce que nous-mêmes, on est 13. Voilà. Et on fait un documentaire. Et on fait pas un long métrage. Et voilà. C'est incroyable. Mais c'était formidable aussi parce qu'il y a de cohésion sur la scène. Hein. On s'aimait tous. Voilà. Et j'ai donc inventé cette histoire avec Philippe. Et il résumait ça en disant,
Voilà, c'est un petit Français qui va au Brésil et il y a des poignards qui lui sifflent aux oreilles. Bon, alors je dis, mais pourquoi? Ben, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, il y a des poignards. Je ne sais pas s'il y en a dans le film. Jean-Paul Belmondo, c'est quelque chose de réel. Quand on dit, bah, tiens, on peut le trouver dans le coin de la rue, c'est quelqu'un. Et ça, c'est une importance énorme pour nous, pour le cinéma brésilien, parce que ça nous a donné cet espoir, dit, bah, tiens, on peut faire du cinéma avec des moyens plus simples, d'une manière plus directe. Et c'est le début de la collaboration entre Jean-Paul Belmondo et Nouchkine. Mais ils étaient très unis et Nouchkine avait une adoration pour Belmondo. Je savais que mon père aimait beaucoup le vôtre. Je savais qu'il était heureux quand il tournait avec Jean-Paul. C'est-à-dire parce que votre père est toujours quelqu'un qui n'avait pas un ego surdimensionné comme certaines vedettes, comme on disait. Et il aimait bien vivre et il aimait bien sur le plateau, et c'était aussi le cas de mon père. Mon père ne voyait pas pourquoi il fallait qu'il y ait des caprices ou des rapports de force. Avant de quitter Rio, il y a une personne qui tient absolument à revoir mon père, Ubirassi. À l'époque, petit cireur de chaussures de l'homme de Rio. Quitter son pays, sa famille, son armée, ses copains, franchir les océans pour voir une donzelle s'agiter dans un bruit de casserole. Ça vous paraît normal? Mais qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas, il y a... Il n'a pas changé, hein? Oh là là là. Oh, oh là là là. Oh, oh, oh. Et, oh, dis donc. Et tout petit quand j'ai connu. Hein? Toujours gay, là. C'est bien. É muito claro, tocando, sambando e cantando. C'est bien. Hey, j'ai vieilli, hein? Também. Eu tinha cabelo, lembra? Il avait des cheveux. Ah oui, oui, oui. Voilà. Après les cascades de Rio, celle de Paris, sur les toits des galeries. Un des lieux de tournage de Peur sur la ville d'Henri Verneuil. C'est d'ailleurs dans ces films qu'il a certainement réalisé les cascades les plus dangereuses et spectaculaires de sa carrière. Séquence Lafayette, plan 1, première. Tu réalises quand même, enfin, c'est incroyable. Eh oui. Moi, j'ai plus peur maintenant que quand je l'ai fait. Tu prenais du plaisir à le faire? Oui, oui, je prenais du plaisir parce que, tu sais, je jouais sur les toits à 14 ans, 15 ans. Je me baladais sur les toits, j'allais faire le con. Alors je l'ai fait là, j'étais content. Si tu ratais ton coup, Je pensais pas rater le coup. Je n'ai pas de vertige, hein. C'est une chose très importante. Moi, je me souviens que chez mamie,
À l'intérieur de la cage d'escalier, tu l'appelais, du 5e étage, tu étais suspendu au milieu de la cage d'escalier. Oui. Ça, je me rappelle. Oui. Tu vois. J'aurais pu être traumatisé. Hein. Non, il est fou, ce garçon, il est fou. Est-ce que c'est vrai que vous l'avez faite dans la circulation et les gens n'étaient... la police, personne n'était au courant? Personne, oui. On faisait tout dans la ville, l'autobus aussi, hein. J'en prenais le bus et je courais, hop, je m'accrochais au bus. Donc quand on voit leurs visages qui sont surpris dans le bus, ils l'étaient réellement en fait. Ah, il était réellement. On tournait très souvent dans la vraie population, dans la vraie circulation. Et là, c'était un peu compliqué. Après le casse, donc un gros succès populaire. Et moi, je me souviens du titre de François à l'époque où c'était « Premier rôle de flic ». Je rentrais dans le rang. C'était très dangereux sur le toit parce qu'il y avait les fils. Et alors, j'étais allongé sur le métro. Quand le fil arrivait, il fallait que je me déplace pour rentrer dans le tunnel. Voilà. Et maintenant, il fait à peu près, c'est tout? Ouais, mais t'as un peu de... Bah oui, derrière mes mains. Il y a un moment extrêmement grave quand vous allez dire moteur et partez et que vous voyez tous ces engins qui sont lancés. Bien entendu, tous les risques sont calculés car tout a été d'abord à 10 à l'heure essayé, puis à 15, puis à 20, puis à 30, puis à 40. Et c'est quand Belmondo lui-même a senti son équilibre au-dessus de ce métro que nous allons jusqu'à 70 à l'heure. Bon, nous sommes prêts, bien entendu, à couper le courant à tout instant. Mais il y a quand même de grands moments de suspense, pas seulement pour le spectateur après, mais pour nous pendant le tournage, car un malaise peut toujours arriver à quelqu'un, et à ce moment-là, c'est la catastrophe. Et ces metteurs en scène qui étaient des amis à toi, dont Verneuil, De Broca, Lautner, Deray aussi, oui. Ils te dirigeaient ou ils te laissaient faire ce que tu voulais ou... C'est toujours faux quand on dit « je dirigeais un acteur ». On ne dirige pas. Tu dis des choses un peu, il faut rester, c'est tout. J'aime pas les metteurs en scène qui ont le culot de dire qu'ils nous ont dirigés. Quand ils te proposent un rôle, c'est qu'ils pensent que toi, tu peux le jouer. Pas besoin de te diriger. Tu dis des choses un peu, voilà. Mais c'est tout. Ils placent la caméra, ils les placent bien. Et c'est ça, tu sais, le cinéma, c'est un tout. Avec une star, on ne donne pas de direction. Le mot direction est trop fort. On n'a pas le droit de diriger une star. On échange. Mais si on s'entend bien, si on aime les mêmes choses, il n'y a plus de direction d'acteur. Enfin. Je sais pas, avec Jean-Paul, par exemple, en ce moment, on comprend les mêmes choses et je lui dis jamais rien. Je lui dis, tu vas de là à là, et puis tu dis ça, tu as lu le texte, bon, tu fais ça, puis moi je dis, moteur, partez, coupez, c'est parfait. Quand on regarde la filmographie que tu as avec Verneuil, elle est impressionnante, parce que Un singe en hiver, Week-end à Zuidcote, Le Casse, Peur sur la ville, Le corps de mon ennemi, à chaque fois, c'est des films majeurs. Oui, parce qu'on s'entendait bien avec Verneuil. On tournait le même film. Il m'expliquait avant ce qu'il voulait faire. Je tournais le même film. La différence qu'il y a entre les stars et les vedettes, c'est que les stars, on est même content d'aller les voir dans des films qui ne sont pas terribles. Parce qu'on va passer 2 heures avec des gens qu'on aime bien. Je veux dire que ce qui fait la force de Jean-Paul, je crois que c'est la vie. Il y a une gourmandise, une curiosité. On sait qu'il va gagner, on sait que c'est un héros, on sait qu'il est là pour faire des exploits, on sait que c'est un sauveur. Mais c'est un héros naturel. Oui, je brillant. Donc, soit si tu as le courage de faire tout le tour, ou alors on va directement au... Ben, je fais le tour. Tu fais le tour? Brillant. Par là, alors.
Mon père a tourné de nombreux films dans les studios de Boulogne. Mais c'est surtout là que le musée Paul Belmondo a ouvert ses portes. Mon père n'a eu de cesse de se battre avec son frère Alain et sa sœur Muriel pour que les œuvres de mon grand-père soient enfin réunies et reconnues. Il voulait qu'elles soient visibles de tous, qu'il en reste un lieu pour toute la famille Belmondo. Patricia, Florence, Stella, moi et Olivier, son neveu. C'est dans le Montparnasse des amoureux, des terrasses accueillantes et des petites rues où artisans et artistes voisinent paisiblement, dans le Montparnasse des peintres et des poètes, que se cache l'atelier de Paul Belmondo. C'était vraiment un endroit, moi, que je trouvais magique, un peu en dehors du temps. Il y avait des œuvres commencées un peu partout, parce qu'il faisait plusieurs choses en même temps. J'ai souvenir de plein de livres d'art, de sculptures, de choses comme ça. Et dès qu'on rentrait là-dedans, on avait un peu l'impression d'entrer dans un sanctuaire. J'avais l'impression qu'il fallait plus parler trop fort. Il fallait respecter tout ce travail, et ça, comme on peut trouver dans une église ou dans un théâtre. J'ai entendu dire qu'enfant, vous alliez dans son atelier, mais pas seulement pour le voir lui, mais pour voir autre chose. Moi, beaucoup pour Jeannette. Et toi? Pour toutes. Pour les modèles, oui. C'est très joli. Ah non, moi, c'était pas pour ça, naturellement. Mais c'était le plaisir d'être avec mon père, en fait, parce que c'était un homme absolument plein de charme, adorable, d'une gentillesse incroyable. Il ouvrait sa porte à tout le monde. Conseil, Voilà, tout ça, il c'est ça. était très patient, il leur donnait des conseils. Il avait une grande patience. Voilà. Exactement. C'est un trait de famille, d'ailleurs. La patience. Ça dépend qui. Mamie était pas très patiente, si je me souviens bien. Ah, mais mamie, elle Donc, avait un caractère formidable. Oh là là. Mais elle était artiste aussi, en fait. C'était Oui. quelqu'un... Elle était très, très vivante, très coquette. Non, non. Ils sont bons comme toi. Oui, mais... Ça va comme ça. J'ai donné du pain aux petits oiseaux déjà. C'était très heureux. Le temps s'est couvert ce matin. Oui, c'est bizarre. Hier, il faisait si beau tous ces jours-ci. Oui, c'est étrange. C'est étrange comme ce matin, ça a changé. Oui. Vous êtes tous les trois beaucoup battus pour ce musée. Plus à Jean-Paul, pour moi, qui a eu l'idée, le premier, pour garder une trace, de faire le musée. Il était très modeste. Il n'aurait pas voulu un musée, je crois. Non, 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 non. Il Hein? était d'une Non. modestie. Il donnait toujours l'envie de travailler. Quand c'était pas bon, il me disait « retravaille ». Et je retravaillais. Au conservatoire, j'étais pas bon au début, hein. J'ai travaillé. Mais lui, il était comme ça. Je l'ai vu démolir, dans son atelier, démolir des œuvres, enfin une terre glaise, parce qu'il trouvait qu'elle n'était pas bien. Et un jour, je lui ai demandé « mais pourquoi vas-tu au Louvre? Comme ça, tu vas presque... » Il m'a dit « pour apprendre, mon petit ». Il avait 80 ans. Voilà. Mais mon âge. Oh. Un jour, sa maman me dit « Mais où est passé Jean-Paul ?» Nous le cherchions partout encore, on ne le trouvait pas. Et j'ai eu l'idée d'aller à la propriété voisine. Et là, j'ai eu la surprise de voir Jean-Paul avec un camarade de son âge, il avait une dizaine d'années, en train de jouer la comédie devant, je ne dirais pas l'aristocratie, mais les gens très bien de Clairefontaine. Un jour, mon père et ma mère m'ont dit « mais enfin, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Et j'ai dit « acteur ». Entre-temps, je l'avais amené chez un de mes amis, un grand comédien, et Jean-Paul a récité une fable de La Fontaine. Il sortait de classe, ça n'a pas dû être très brillant, et mon ami lui a dit « ben, tu vas retourner aux études, un instant ». Et le lendemain, sa maman m'a dit « tu sais, il y a Jean-Paul qui a pleuré toute la nuit ». Oh, j'ai dit « ben écoute, c'est un grand artiste. S'il a pleuré, c'est vraiment qu'il aimait son métier, et ça ira ». Et en effet, 6 mois après, il était reçu au conservatoire.
Jean-Paul Belmondo. Démétrius Sader, détective privé. Non. Horace McTood, poète canadien. Non. Jeff Trotsky, aventurier. Non. Jeff Miller, avocat. Eh oui. À 16 ans, je rentre chez Raymond Girard, le professeur. C'est lui qui m'a dirigé dans le métier. Je connaissais le Cid. Je lui dis le Cid. Toute la classe rigole et il m'a dit « Très bien, tu vas rentrer dans la classe. » Et moi, elle a fait de moi un comique. Voulez-vous, cher Jean Marais, nous présenter, s'il vous plaît, vos romans, puisque vous êtes le romain de la pièce. Oui, eh bien, je vais présenter Monsieur Jean-Paul Belmondo, qui est un légionnaire romain de 2e classe. Avec énormément de talent. Oui, c'était la première fois que je passais en public. Marais était charmant et adorable avec nous. Alors après, tu as une deuxième rencontre avec un illustre comédien, et je crois qu'elle a été important pour toi, qui est Pierre Brasseur. Ah ben oui, Brasseur, je rêvais de jouer un jour avec Brasseur. Mon père l'avait engagé dans La Mégère apprivoisée, que mon père jouait avec Suzanne Flon. Il avait engagé Jean-Paul, et Jean-Paul déjà faisait des choses absolument extravagantes. Et ce qui était très touchant de la part de Jean-Paul, c'est qu'il avait un rôle qui n'était pas très important, mais il me dit, moi, je ne sors jamais du plateau. Je sors de scène quand j'ai fini, mais je ne sors jamais du plateau, je ne remonte jamais dans ma loge, je reste en coulisses pour regarder ton père jouer. Donc tu joues Oscar. Oui. C'est ton vrai gros succès. Gros succès, oui. Théâtral. Oui. Et pourtant, ça va s'arrêter d'un coup. Eh ben, je m'arrête d'un coup, oui. La directrice, qui s'appelait Mademoiselle Gramont, me dit, c'était en pleine guerre d'Algérie, tu dois les faire de te voir comme tout le monde. Tu pars. Et je suis parti en Algérie 2 jours après. Et tu t'es retrouvé dans le train Dans le train, dans Marseille, et sur le bateau à Alger. Le cinéma va te prendre avec À bout de souffle. Oui. Film sur film, ton envie de jouer au théâtre continue. J'ai attendu 28 ans avant de rentrer. Qui te fait rentrer au théâtre? Hossein, Robert Hossein. Bon, on essaye un coup. Ok, je vais le mettre. Tu sais, je crois, Jean-Paul, il rôde et il cherche. Hein? Il rôde et il cherche. Il rôde et il cherche tout le temps. Oui, mais Keane, c'est ça, hein. Il est soupçonneux, il est ceci, il se trouve des trucs. Il est beaucoup plus inquiet, beaucoup plus terrifié à l'idée qu'il puisse vraiment tomber et que les recettes ne soient pas bonnes. Bon, ça, c'est capital, important. Hein. Vas-y. Vois ce trait lumineux de mon pâleur jaloux qui perce l'horizon et vient jusqu'à nous. Oui, c'est bien l'Alouette, oui, c'est bien le... Je n'ai pas tellement à le convaincre de retourner au théâtre, parce que les siens l'avaient déjà fait, et il avait déjà, lui, décidé de retourner au théâtre. Mais qu'on ait choisi Keane, ça, c'est formidable. Keane, ça faisait rêver. J'avais vu Brasseur dans Keane, il était étonnant. Arrive le soir de la Générale. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Eh ben, j'avais le trac. Je réfléchis, je dis, je ne joue pas. Je monte dans ma Ferrari et je pars. Et puis en cours de route, je pense à ma mère, à mes frères, mes sœurs. Oh, je rentre au théâtre et je trouve Robert. Et alors, tu joues? Oui, je joue. Quelle heure est-il? 6 heures. Tu verras qu'elle va pas venir. Oh, c'est vous. Tu verras, tu verras. Ah, ce sera bien la première. Ah, les autres, je les aimais pas. Il n'y a pas plus exact qu'une femme qu'on n'aime pas. Quand je l'ai vu dans Keane et tout ça, et qu'il m'a serré dans ses bras, je lui ai dit, Jean-Paul, tu viens de là. Il m'a dit oui, on vient de là. Je ne pensais pas quand même me casser la gueule, mais je ne pensais pas avoir un triomphe pareil. Et ça a été 9 mois de triomphe et ce final-là m'a bouleversé. Il me disait de ne jamais tomber un très beau rôle au théâtre pour un rôle sympa, mais bon, pas plus que ça, au cinéma.
Et il m'avait raconté aussi que qu'il avait beaucoup tourné et que du coup il trouvait qu'il s'était éloigné du théâtre un moment et qu'il regrettait de s'être éloigné autant. Tu passes sur les grands boulevards et t'achètes le théâtre des variétés. Les variétés, voilà. Pourquoi? Ben, les variétés, c'était bon. Acheter le théâtre, oui, ça m'a plu beaucoup. J'ai gardé le théâtre 15 ans. J'aurais continué si j'avais pas été malade. 10 représentations de Cyrano jouées en français et, s'il vous plaît, à guichet fermé, du jamais vu. 300e et dernière. Okay. Imaginez la scène. 30 minutes d'ovation qui salue notre bébelle nationale, entourée plus tard des 42 comédiens de la troupe. Et là, Robert, il revient une deuxième fois et il te propose Cyrano de Bergerac. Et je l'ai joué avec plaisir. Vous avez joué 1 an à Paris. Oui. Et 1 an en tournée. Vous avez fini au Japon avec... Au Japon, oui. Tu avais près de toi, je pense, 2 personnes importantes. Vernier et Beaune. Il était plus sûr encore d'exister à partir du moment où ils étaient là. Parce que c'est pas des traîtres. C'était des gens, ça. Et femmes aussi. La dernière de Keane, quoi. Toute la salle qui a chanté, ce n'est qu'un au revoir, mais j'en ai encore la glotte qui frémit, tu vois. Ça, c'était magnifique. Je pense quand même qu'un acteur, qu'une actrice peut pas ignorer le théâtre. C'est pas possible d'ignorer l'origine même de ce que c'est qu'un acteur ou une actrice. Donc c'est tout à fait normal qu'il ait voulu retourner à ce moment extraordinaire du vivant avec du vivant. Hein. C'est-à-dire, voilà, un acteur vivant devant un public vivant et totalement imprévu. Au fond, ça a beau être répété, on ne sait jamais avec un spectacle qu'est-ce qui va vraiment se passer. Comment cette histoire d'amour, parce que c'est une représentation, c'est vraiment une histoire d'amour. Vraiment, une histoire même passionnelle, sensuelle, érotique. Ce talent contemporain, tout à coup, nous montre qu'il a les moyens et la capacité d'être un sociétaire de la comédie française reconnu et important. Lui qui a été le roi des voyous au cinéma, voilà ce qu'il nous présente. Autre endroit mythique pour mon père, Villerville, plus connu sous le nom de Tigreville, lieu du tournage d'un Singe en hiver. La rencontre de Gabin, bien sûr, mais aussi celle d'Audiard, avec qui il fera certains de ses plus grands succès. Bizarrement, et malgré la réussite du tandem Belmondo-Gabin, ce sera leur seule et unique rencontre au cinéma. Il y a ça chez Quentin, c'est ouvert. Mais je vous préviens, vous n'allez pas vous marrer. Je suis pas venu pour me marrer. Ah bon? Quentin! Albert! Albert! Qu'est-ce que c'est? Un client. Descends. Alors, on est à Villerville. Oui. Je revois Villerville. Ça te fait quoi de revenir comme ça, plus de 50 ans après? Ça fait plaisir. Ça fait de l'émotion aussi. Mais ça te surprend pas? C'est presque l'émeute. Je rejoue la chaîne. Jean-Paul Belmondo, Jean Gabin, Michel Audiard, 3 légendes du cinéma français. Quand ces 3 mecs, ils sont entre eux, ils parlent peu du métier, mais beaucoup de sport. La boxe, le foot et le vélo. Dans ces 3 disciplines, ils sont imbattables. Et un jour, j'ai voulu donner mon avis. Ils m'ont dit, tu fermes ta gueule et t'écoutes. Et Michel Audiard m'a dit, tu vois Charlot, le jour où les cons seront sur orbite, t'as pas fini de tourner. J'ai eu le
bonheur d'assister au passage de témoins d'une génération à une autre génération de comédiens, mais de comédiens de la même race. Quand je les ai vus ensemble, et d'ailleurs Gabin, en sortant de ce bureau, c'est la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, celui-là, tu vois, il pourrait tourner tout ce que j'ai tourné. Et il est évident que Jean-Paul pouvait chausser les pantoufles à Gabin. Et ça, le vieux, il l'a pigé tout de suite, car il ne me l'a dit pour aucun autre acteur. On était en café, il y avait Audière, Verneuil, Gabin. Bon, j'ai bu un café, Gabin aussi, et j'ai été payé. Il dit non, non. On paye à chacun. C'est pas mal. Bon, et puis après, on a été tourné, et on a vu, j'ai bu un Ricard, et toi aussi, et je peux payer? J'ai dit, oui, tu peux payer. Et après, c'était un délice tout le long. Il a été charmant. Vous intéresse, papa? Peut-être. Qu'est-ce qui vous intéresse? Le matador, le taureau ou l'Espagne? Le voyage, votre façon de voyager. Ah, ça, c'est un secret. Oh là là. Le véhicule, je le connais, je l'ai déjà pris. Et c'était pas en train de banlieue, vous pouvez me croire. Et la question que tout le monde s'est posée, comment il va s'entendre, comme on disait, avec les vieux, avec Gabin. C'était la grande question. Et je me souviens avoir assisté à la rencontre, au restaurant. Eh bien, Gabin est entré, et il s'est précipité vers lui. Il a dit, mon fils. Il l'a pris dans ses bras. Eh bien, ils ne sont pas séparés depuis. Pourquoi buvez-vous? La question m'a déjà été posée, monsieur le proviseur. Probablement par des gens qui vous aiment bien. Probablement. Claire me l'a posée 3 fois par semaine. Vous devez m'adorer. Croyez que vous êtes qu'un homme ennemi des questions? C'est exact, je préfère les réponses. C'est curieux, Claire aussi. J'aurais dû commencer cette interview en me disant qu'est-ce que tu veux boire? Voilà, tu aurais pu. Alors, est-ce que c'est vrai que vous buviez pas mal pendant le tournage? Est-ce que cette fameuse scène, justement, vous étiez sourd ou pas? Non, normalement, non. J'aime bien le normalement, non. Mais le soir, par contre, on prenait des bons petits coups, quoi. Quand le film est sorti, à l'époque, ça n'avait pas un succès énorme, non, non. Parce qu'ils attendaient Gabin en gangster et Belmondo en gangster. Ils ont trouvé 2 poivrons. C'était pas la même chose. Vous vous rendiez pas compte que ce film allait être quand même quelque chose de très particulier Non. Non, bon, je pensais... Que 50 ans après... 50 ans après, on parlerait encore du singe en hiver. Hein. Et puis Villerville... 50 ans? Oui, au moins. Oh là 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 là, c'est terrible. Hein. Même plus, un peu plus, 52, je crois. Oh là là, oh là là. Eh oui. C'est le côté charmant qu'il y a chez ton père, le côté charmant qu'il y a chez papa, et c'est pour ça qu'ils ont vécu un truc, je pense, c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais très unique. Il aimait ton père d'une manière différente. Il y avait quelque chose de très... c'est pas du sensuel au sens classique, mais c'était un truc d'essence. Et qu'on retrouve, c'est presque physique, quoi. C'est les grains de peau, c'est quelque chose de vraiment étonnant. Difficile de faire un choix sur une carrière de 90 films. Il y a une telle diversité de rôles, de réalisateurs et d'acteurs. Philippe Labro, Jean Becker, Pierre Brasseur, Jean-Pierre Melville, Alain Delon et bien sûr Gérard Houry. À sinistre! À sinistre! T'as entendu? Il a les sinistres. Imbécile, ça veut dire à gauche. Tourne à gauche. Ah bon? T'as fait que 2 films avec Gérard Houry, mais c'est 2 films très importants. Ils ont marqué énormément. Le cerveau. Et l'As des As. L'As des As? L'As des As, oui. En tout cas, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est le bonheur de mon père de le retrouver.
et en effet de partir en Allemagne, puisque le film s'est tourné en grande partie en Allemagne. Ce que je trouve très intéressant chez Jean-Paul, c'est qu'il y a vraiment un mélange de rigueur et de légèreté. Il n'y a jamais, je pense, il n'y a pas un plan de Jean-Paul dans aucun de ses films où on se dise il est ridicule. General von Beckmann. Nein. Ich bin ein Ami. Am Freund of General von Beckmann. Sind Sie Franzose? Sind Sie Franzose? Franzose, ja. Was ist das? Un ourson. Ich bin très gentil, charmant. Son name is Beethoven. Jean-Paul devient une énorme vedette et va tourner en Roumanie un film sous la direction de Jean-Paul Rapneau, Les Mariés de l'an 2. Et Jean-Paul dit pour un rôle d'un gros personnage, demande à ce qu'on engage mon père. Les voilà partis en Roumanie tourner ce film. Et puis, au cours d'une nuit, je dirais avec délicatesse et amour, mon père dérape un peu, ça lui arrivait de temps en temps. Bref, il fait un scandale dans un bar, il est arrêté, il passe la nuit au poste, expulsé, vos bagages, là, les voitures de la gendarmerie ou de l'armée vous attendent, dehors. Il va donc dans la chambre de Jean-Paul. Et lui présente ses excuses. J'ai fait le con, je suis viré, je te présente toutes mes... Et Jean-Paul, toujours la banane, lui dit « Quoi, attends, bouge pas. » Et les voilà tous les deux qui descendent dans le hall de l'hôtel, et ils arrivent tous les deux, comme ça. Et bon, et Jean-Paul prend la parole, Jean-Paul dit « Bon, ben, messieurs, nous sommes prêts. C'est quelle voiture qui nous emmène à l'aéroport ?» Non, mais qu'est-ce qui se passe? Jean-Paul dit, écoutez, moi, c'est pas compliqué, j'ai signé un film avec Monsieur Brasseur, on m'apprend que Monsieur Brasseur est viré, moi, je pars avec lui. Allez, on s'en va. Doucement. La bohémienne. Ah oui, la prédiction. Elle s'est pas trompée, la bohémienne. Elle avait dit à Charlotte, tu seras princesse. Que veux-tu, elle sera princesse. On lui a mis ça dans la tête. Oh. Mais calme-toi, tout va bien. Regarde. Où sommes-nous? Non, te lève pas. Le docteur l'a défendu. C'était la première fois de sa carrière de comédien que Belmondo quittait le blouson de voyou, de flic, de ce qu'on veut, pour le costume 3 pièces d'un homme d'affaires qui, à l'âge de 40 ans, tout d'un coup, reçoit en héritage un empire et un mystère. Les usines Cordel ont fait un bénéfice de 15 millions net. Dans ces mêmes usines, le sous-prolétariat étranger gagne à peine 1000 francs par mois. Je ne vois pas pourquoi mon journal n'en parlerait pas. C'est de la démagogie. Non, c'est du réalisme. Si je comprends bien, c'est le moment de vous demander une augmentation. À la lecture de votre dernier bulletin de paix, Madame Rocancourt, je n'ai pas eu l'impression que vous faisiez partie d'un quelconque sous-prolétariat. Il pouvait très bien tourner d'autres rôles. N'oublions pas qu'à une époque, bien avant mon film, le jour où Melville lui fait porter une soutane de prêtre, c'est un prêtre. Donc la force d'un homme comme Belmondo, c'est qu'il peut endosser n'importe quel uniforme, il est crédible. Vous ne priez jamais? Seulement quand je ne peux pas m'en empêcher. Ça doit être un reste des habitudes d'enfance, une faiblesse. Vous êtes orgueilleuse, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous mentez quelquefois? Oui. Vous l'avez jamais volé? Si. Qu'est-ce que vous avez volé? De la nourriture. Ça vous arrive de vous mettre en colère? Oui. Vous ne commettez pas de faute contre la pureté? Jean-Paul Belmondo a mis une soutane sur son dos et une seconde après, il était prêtre, comme s'il l'avait toujours été. Et c'est la première fois de ma vie que je vois un acteur avec une soutane être aussi complètement naturel. On avait vraiment le sentiment qu'il portait cette soutane depuis 10 ans. Un espèce de tutoiement de la caméra extraordinaire. Quand on le voit dans Léon Morin, prêtre, on est bouleversé par lui et on se dit, il sait pas où est l'église. Hein? Écoute, il vaudrait peut-être mieux que cette femme revienne. T'aurais pas dû faire ça. Faut bien commencer par quelque chose. Pourquoi t'as fait ça?
bien commencer par quelque chose? Il y a toujours moyen de s'arranger. J'espère que maintenant on s'entendra mieux. On faisait le travail, hein, parce que je pense que La Roca, c'est un film que j'aime beaucoup, parce qu'il y a des très belles scènes de ton père, notamment dans le déminage, tu vois, avec Vanek. C'est une très jolie scène. Il était formidable, très beau, mais ça ne nous empêchait pas. Une fois, bon, c'est le tournage terminé, alors là, ça partait. Voilà. Qui sortent de l'eau tous les deux, avec leur maillot de corps à la Marcel. Mais est-ce que tu as déjà vu deux hommes, deux acteurs aussi beaux? Moi non. Et je me disais, mais quelle beauté. Ils étaient en pleine force de l'âge, ils avaient encore plein de choses à faire, mais j'ai eu la joie de partager ces deux stars. Et moi, qui venais du français, qui avait fait juste Le Grand Amour, c'était mon deuxième film. Et quel film! Tu ne peux pas savoir dans quelles conditions on a tourné Borsalino, dans quel bonheur, dans quel plaisir on a tourné Borsalino. C'était un bonheur tous les jours, ton père te le dira. De tourner, c'était pas du travail, c'était du bonheur, du plaisir. Et qu'est-ce qu'il en reste sur l'écran? Il en reste quelque chose d'exceptionnel. Delon, je l'ai connu, Sois belle et tais-toi. On jouait deux rôles tous les deux. Il y a 50 ans qu'on court le 100 mètres ensemble. 50 ans, le 100 mètres ou le 1000 mètres. Un coup c'est lui, un coup c'est moi, un coup c'est nous deux. Ça fait beaucoup de temps qu'on court le 100 mètres ensemble. Et on l'a couru comme personne, le 100 mètres ensemble. Je trouve que c'est un acteur formidable et je le trouve maléfique. Voilà. Parce que moi, je sais que vous avez une vraie relation d'amitié. Il a souvent été là tout le temps été là. Dans la mort de mon père, tout le temps là. C'était rivalité d'acteurs, comme ça, mais bon. On est indissociables, je veux dire. On a grandi ensemble, on a vécu ensemble. Professionnellement, on est absolument indissociables. Et on a fait une carrière tous les deux, excuse-moi de te le dire, exceptionnelle. Voilà, je le dis, j'ai pas peur. S'il n'y avait pas eu Delon, il n'y aurait pas le Belmondo peut-être, hein? On ne sait pas. Cette fois, t'as gagné, Rock. Vous savez, une pièce dans chaque poche. Avant, ça m'amusait. Mais pas ce soir. Salut, Rock. Impossible de ne pas parler d'Itinéraire d'un enfant gâté et de cette scène mythique du bonjour, tournée dans cet hôtel de la banlieue parisienne. Dis-moi bonjour. Ce film marquera à jamais la carrière de mon père. Ah, t'as l'air de me dire au revoir, dis-moi vraiment bonjour. Bonjour. Dis-moi bonjour comme si j'étais un malade. Bonjour. Fais-le, ça. Bonjour. Je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi. Mon cas t'intéresse plus que le tien. C'est ça qui intéresse les gens. C'est que tu leur parles d'eux, pas de toi. Et redis-moi bonjour. Bonjour. Non, je l'ai loupé celui-là. Je m'en suis rendu compte après. Bonjour. J'étais un peu sans voix parce que c'était Lelouch qui m'a appelé et qui m'a tenu au courant de ça. Qui m'a dit voilà, c'est une belle histoire et je pense que tu seras très content de ton partenaire. Et puis donc il m'annonce que c'est Jean-Paul Belmondo. Et je suis vraiment sonné. Je me dis je vais tourner avec Jean-Paul Belmondo. Pour moi c'est notre star, c'est ma star. J'appelle mon père pour lui dire et donc j'appelle mon père et je lui dis voilà j'ai un coup de fil de Lelouch qui me propose un film. Il me dit c'est génial. Je lui dis mais attends papa. Ce qui est génial c'est que il me propose de jouer avec et j'arrive pas à dire Belmondo. Je me dis c'est trop. Je peux pas prononcer le mot. Je lui dis je vais tourner avec l'homme de Rio. Et là il y a eu un silence. Mais il me fait ah bah dis donc. Eh ben dis donc. J'ai tout de suite compris, après le clap, que ça les faisait marrer. Qu'ils avaient envie de déconner. Ils avaient envie de faire joujou plus que de tourner une scène. Et donc j'ai joué le jeu.
j'ai joué le jeu. D'ailleurs, on voit, si on regarde bien, les caméras tremblent un petit peu parce que même les caméramans riaient. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Bien compris? C'est toi qui as souvent l'air étonné, ton défaut. Tu vois? Oui. Bon, on va faire un petit test. Je vais te dire 2-3 choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. T'es prêt? Tu es bien concentré? Oui, bien. Donc on ne sait pas ce qu'on a fait. En fait, on ne sait pas où on est. Enfin, moi, personnellement, je ne savais pas. Donc on a parlé, on a causé, on a chahuté. Je suis sauté dessus parce qu'il me faisait rire. Donc de temps en temps, je l'étranglais, je faisais semblant de l'étrangler en disant « Arrête, c'est toi qui m'as fait rire ». Donc voilà. Donc après, on tourne. Ok, merci, au revoir. Tout le monde se dit au revoir. Tu reprends la route, là. Et tu ne sais pas ce que tu as fait. T'as un flou. Mais tu es avec Claude Lelouch qui travaille comme ça depuis longtemps. Et tu es avec Jean-Paul Belmondo. Tu te dis, il sait où il va, je pense. Donc si Jean-Paul sait où il va, je me mets derrière, j'enquille, puis je me laisse aller. Tu sais que tu me plais bien, toi? Ouais. Mais oui, mais je sais pas si... C'est ça, les choses étonnantes. C'est gênant parce que je sais pas si vous êtes dans le test ou... Ah non, on est dans le test, hein, reste. Oui, non, mais vous me dites... Oui, mais ça devrait pas t'étonner. Oui, d'accord. Bon. T'es croyant? Je sais pas, monsieur, je sais pas ce qu'il faut dire. C'est comme vous voulez, hein, c'est pas... Avec mon fils, t'es très croyant. Avec ma fille, t'es complètement athée. Donc cette fameuse scène là, vous avez joué tous les deux. Oui. Richard, tu disais qu'elle a duré 35 minutes. Ouais. Il y avait 33 minutes de scène d'improvisation, dirigée par Claude Lelouch, bien sûr, mais d'improvisation qu'on a fait là-haut. Voilà, comme je disais tout à l'heure, moi je ne savais pas ce que ça allait donner plus tard. Tu avais peut-être lu, toi, en tant que... Non, j'avais pas lu. Tu n'avais rien lu. Non. Donc, tu peux pas dire, tiens, à la page 53, il y a une très très belle scène. T'as pas de scénario. À la fin, je me rappelle, j'ai dit couper. J'emmène moi-même les bobines au laboratoire parce que je sais qu'on a quelque chose d'exceptionnel. Toi, à ce moment-là de ta carrière, tu es bien sûr tout en haut. Tu accueilles un jeune comédien au devenir qui vient d'avoir un César. Quelque part, il n'y a pas une similitude avec Un singe en hiver entre Gabin et toi, jeune comédien qui arrive? Non, on n'a pas pensé. Hein? Vous n'avez pas pensé à ça? Tu as pensé ça? Non, j'ai pas pensé à ça, sauf qu'on m'y a fait penser. C'est Jean-Paul qui domine complètement la scène. On sent qu'il est en position de mâle dominant et qu'il est en train de transmettre à un jeune son savoir. Il y a des gens comme ton père qui arrivent avant qu'on ne les prévoie. $100,000. Ah mais c'est Bébel, hein. Ton père, c'est Bébel, hein. C'était la France entière. Hein. C'était le héros français le plus connu et le plus sympathique pour les gens. Je t'avais dit que je serais toujours derrière toi. Hé, Arthur! Qu'est-ce qu'il y a? Hop! En route. C'est j'allais dire presque un acrobate de l'âme et du cœur, et d'une générosité, et d'une passion, et d'une émotion. Avec mon fils, t'es très croyant. Avec ma fille, t'es complètement athée. Simon, d'après toi, qu'est-ce que je suis, moi? J'ai trouvé une idée de roman. Ne plus décrire la vie des gens, mais seulement la vie. Je pense que ton père, c'est une aberration de la nature. C'est une mutation génétique bio-socio-culturelle assez rare. Vouloir comprendre cette voie à l'échec, les choses sont arrivées, elles sont comme ça. Qu'est-ce qui vous intéresse? T'aurais pas dû faire ça. Ça vous arrive de vous mettre en colère? Sa carrière cinématographique, Laurent, selon moi, est absolument hors des modes et hors du temps. C'est tout à fait logique que ça dure. Les grandes stars, c'est pas par hasard que les étoiles sont là-haut et qu'elles brillent toujours. Elles durent. Vous plaisez aux femmes? Je ne sais pas. Non, mais quelle soirée! Quelle soirée! Quelle soirée! Là! Oh, je t'en prie, tu vas arrêter, oui. Je trouve que ça a assez duré. Non, non, ne me touchez pas.
tu peux te faire une très belle vie. Hein. Tu peux te commander ça sur Internet. Je veux une belle vie comme Jean-Paul Belmondo. Je décide que tout sera simple, beau, et des angoisses, il y en aura, ça me tombera dessus, mais je me relèverai. Sois un peu combatif. Si tu sais que tu l'es pas, pousse-toi un peu plus. Il a changé de vie à plusieurs reprises par rapport à ses émotions, mais rien n'a changé de sa façon d'être. Voilà, je l'aime. L'amitié, comme on dit, c'est l'amour sans le sexe. Enfin, encore que nous, le sexe comptait pour nous, mais pas entre nous, quoi. Voilà, on n'a jamais eu d'attirance physique. Aujourd'hui, pour moi, il me donne l'allure d'un sage. Et c'est le cascadeur qui est devenu un grand sage. Oh, si tu savais, si attendez, tu savais, les corrières, les vaches. Oh, non, attends, laisse-moi prendre mon souffle. Oh, je t'ai ramené un petit souvenir. Je te remercie. Oh, si tu savais. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, t'as jamais vu des embouteillages pareils, mon vieux. 3 heures pour venir de chez moi, 3 heures. Tu viens? Des reflets? Tout Paris à traverser. Quelle aventure! Quelle aventure! Oui, quelle aventure! Oh!